Alors maintenant, on va voir la différence, en fait, entre faire le pshat dans une Mishnah et faire le pshat dans une Gemara. D'abord, c'est-à-dire quoi le pshat? Le pshat, ça vient de pashout, ça veut dire évident. C'est-à-dire, c'est rendre évident quelque chose qui, a priori, est flou ou comporte des choses qui ne sont pas claires. D'accord? Donc, faire le pshat dans une Mishnah, c'est comprendre tout simplement eh bien, quels sont les dynim qui sont énoncés dans la Mishnah. Donc, on pourrait dire les dynim, ce sont les règles, les lois, les décisions rabbiniques qui sont exprimées là-bas. C'est de la halakha brute de décoffrage qui n'est pas encore applicable en l'état. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un interdit de trancher la halakha directement à partir de la Mishnah. Donc faire le pshat dans une Mishnah, c'est comprendre les dinim, quels sont les rabbanim qui parlent, quelles sont les règles qui sont énoncées, quels sont les mikrim aussi, c'est-à-dire les cas dont on parle, éventuellement les te'amim, c'est-à-dire le ta'am du din, c'est ce qui va justifier la décision du Rav dans le mikré, éventuellement les mekorot, s'il y en a, c'est-à-dire la source des dinim, et d'autres petites choses, d'accord, éventuellement kiyum adin, c'est-à-dire la manière dont on va appliquer le din, ou la nafkamina, l'incidence d'un din sur un autre din. Très bien. Donc ça, pour ça, on a, on a, euh, on a trois tables d'analyse qui sont d'analyser Mikre, Din Raftam et Makor, donc les éléments fondamentaux qui sont en présence. Donc ça, on les a définis déjà. On ne va pas les redéfinir maintenant. Après, il y a une deuxième table d'analyse, c'est d'analyser les changements. D'accord? Les changements dans le Mikré, les changements dans le Din, ou les changements dans le Rav qui parle. C'est-à-dire que dans une Mishnah, quand vous étudiez une Mishnah, une fois que vous avez repéré un Din, c'est bien, c'est intéressant de voir ce Din-là, comment il va évoluer tout du long de la Mishnah, et les changements dans le Din vont en fait définir, découper différentes parties. Pareil, des fois, ça sera le même din qui est énoncé dans la Mishnah, mais selon des mikrim, selon des cas pratiques différents. Donc là, la Mishnah va se découper selon le cas, en fait. Ça va nous permettre de structurer paragraphe par paragraphe notre Mishnah. Des fois, c'est le Rav qui va changer. On reste dans le même mikré, dans le même cas pratique. On reste dans la même loi, la même règle, mais c'est pas le même Rav qui va parler. D'accord? Et donc, le Rav va parler et ça va faire en général une incidence sur, par exemple, la loi ou sur la raison de la loi, etc. Donc, c'est intéressant. C'est une deuxième table d'analyse. La troisième table d'analyse d'une Mishnah, pour faire le pshat d'une Mishnah, ce sont les zones dont, les zones où, pas les zones d'ombre, ce sont les zones où on peut laisser libre cours à l'imagination et à l'interprétation. C'est-à-dire, il y a des zones dans la Mishnah où ce que dit la Mishnah, c'est très ouvert. C'est très ouvert et on peut vraiment interpréter de beaucoup de manières différentes. Alors qu'il y a des fois, euh, on ne peut pas interpréter. Je veux dire, quand on dit Aïcha Neknet, be pruta ou be je vais pruta, tu ne vas pas interpréter. C'est pruta ou je vais pruta. Voilà, c'est fini. Donc c'est tout ce qui vaut une pruta. Tu ne vas pas monter, descendre. Ou alors un huitième de Issar et Italki, voilà, c'est fini, défini, clos. Sur ça, il n'y a pas d'interprétation possible. Alors que quand dans Shnaim Ochazin Betalit Baba Metzia, page 2a, la Mishnah dit ceux qui se battent pour la propriété d'un talit, par exemple, d'accord? Comment on fait? Veya Chaloku, ils ont qu'à le partager. Chalouka, la chalok, partager. Veya Chaloku, ben là, c'est une zone qui laisse libre l'interprétation. Parce que Veya Chaloku, ça peut être comment on va partager un talit? On va partager l'usage. Un jour lui, un jour moi, 6 jours de la semaine, et le 7e jour, on le range pour personne. Ou alors un mois lui, un mois moi. On va vendre le talit. Le talit, il vaut 100 euros, on prend 50 euros chacun. Ou alors on va le découper en deux avec une paire de ciseaux. Donc c'est libre. Veya Chaloku, c'est très libre. Donc repérer aussi dans une Mishnah les zones qui vont, qui sont pas claires, qui laissent libre cours à l'imagination et à l'interprétation, c'est aussi une manière de l'étudier. Pourquoi? Parce que souvent, ces zones-là, c'est dans ces zones-là que la Gemara va s'engouffrer. Donc en fait, il faut comprendre que on se dit, les gens pensent, non, mais étudier une Mishnah, ça va, qu'est-ce qu'il y a de difficile, voilà, ça va. Rabbi Eliezer, il a dit ça, lui, il a dit ça, voilà, c'est fini. On lit, on traduit, en plus c'est de l'hébreu, on connaît. Pas du tout. La Mishnah, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à étudier, beaucoup plus complexe, d'accord? D'abord à cause ce dont je vous ai parlé, le Mikré, le Din, le Rav et le Tam, enfin tous les éléments fondamentaux qu'il faut identifier, qu'il faut savoir identifier, des fois ils sont pas clairs. C'est pas évident que la Mishnah va commencer par un cas pratique, après elle va dire la règle dans le cas, après elle va dire la raison pourquoi la règle elle est comme ça. C'est pas du tout comme ça. C'est emmitouflé dans des mots, dans des tournures, dans des syntaxes. Donc déjà, ça c'est pas clair.
Ensuite, il faut comprendre que la Mishnah, elle a été écrite Stouma, d'accord? Satum, fermé. En Israël, vous avez par exemple l'évier, il est bouché, vous dites à Kior, Satum, il y a stima va Kior. Vous appelez le plombier, vous dites il y a une stima. Satum, ça veut dire c'est bouché. Exactement comme dans la montagne, d'accord? Pour ceux qui connaissent et qui aiment la montagne, on se lève au petit matin et on est dans les nuages, d'accord? On dit que c'est bouché, d'accord? Il y a, il y a du brouillard, mais c'est pas seulement du brouillard, il y a des nuages. C'est une expression montagnarde, ça, d'accord? Que le temps, il est bouché. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas. On voit en surface, mais profondément, on n'arrive pas à voir plus loin. D'accord? C'est pour ça que ça a l'air facile en surface d'étudier une Mishnah, parce que finalement, c'est des mots qu'on connaît. Dès qu'on est un peu traditionnaliste, voilà, on fait Shnai Mikra Vechat Targum, on écoute, on prie, on étudie un petit peu. C'est facile. L'hébreu, entre guillemets, c'est quelque chose d'accessible par rapport à l'araméen. Donc on se dit c'est facile. Non, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont enfouies à l'intérieur de la Mishnah et qui sont dans des replis, en fait, c'est-à-dire dans un style, dans une syntaxe, dans une manière de rédiger la Mishnah. D'accord? Donc, faire le pshat d'une Mishnah, c'est pas seulement comprendre ce qui se dit, c'est aussi se comprendre ce qui ne se dit pas et là où la Gemara va s'engouffrer. Et c'est là que les gens qui savent étudier la Mishnah, dans quel but ils étudient la Mishnah? Dans le but finalement de préparer la Gemara. C'est-à-dire que plus vous allez étudier la Mishnah, comprendre les différents dinim, les différents éléments fondamentaux, comprendre la structure, c'est-à-dire les changements dans ces éléments fondamentaux, dans l'évolution de la Mishnah, et les zones interprétatives, d'interprétation libre, plus vous allez vous investir dans ça, et plus vous allez en fait préparer tout le canevas des questions que l'Agmara va poser. Parce que l'Agmara va s'attacher à ça. Elle va s'attacher à poser des questions sur les éléments fondamentaux, sur les changements dans les éléments fondamentaux, Mikri, Rafta, Makor, etc. Et aussi sur les zones d'interprétation libre. D'accord? Ça, c'était le chapitre faire le pshat dans une Mishnah. Maintenant, faire le pshat dans une Gemara, c'est complètement différent. Et de là, vous apprenez que faire le pshat, comment on va traduire? Ça s'appelle en fait comprendre la démarche, accompagner la démarche de l'auteur pouvant être Mishnah, Gemara ou un commentateur, Rashi, Tosfot, Rambam, Rif, etc. Excusez-moi, on ne fera pas la porte. Et donc, vous comprenez que du coup, analyser la démarche, Anibam Sashur, analyser la démarche d'un auteur, eh bien, ça dépend en fait du but de l'auteur. Chaque auteur d'un texte dans la Torah, eh bien, il a, par rapport à sa génération, il a un travail à faire par rapport à la génération pour lui apporter quelque chose. Donc, le chumash, ça va être un dévoilement du nom des mitzvot qu'on a à faire. La loi orale, ça va être une définition de ces mitzvot-là. La Gemara, ça va être de développer tout le champ d'application des mitzvot définis par la loi orale. Le travail de Rashi, ça va être d'expliquer exactement les structures et le fonctionnement de la sugya pour qu'on puisse en déduire des halachot. Le fonctionnement de Tosfot, ça va être de montrer toutes les contradictions dans Rashi et tout ce qu'il aurait pu dire qu'il n'a pas dit, et aussi de comparer cette sugya-là avec tous les points de halakha très précis par rapport à toutes les autres sugyas du chasse où il y a ces mêmes points de halakha. Rambam, ça va être autre chose, le rim, le ran, le rif, le roche. Chacun, il a un travail à faire par la génération. Par rapport à ça, il a des kelim, il a des outils, et il va s'en servir pour apporter sa pierre à l'édifice. D'accord? Donc, il y a déjà faire le pshat, c'est pas quelque chose d'unique, c'est multiple. Maintenant, faire le pshat dans une Gemara, il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous avez déjà la Gemara, c'est le commentaire de la Mishnah. Vous allez bien comprendre ce que c'est par rapport à ce qu'on a dit sur la Mishnah. Puisque la Mishnah, elle est stouma, c'est-à-dire elle est bouchée, il y a en fait plein de zones d'ombre qui ne nous permettent pas d'appliquer les dynim. D'accord? La Mishnah, c'est des règles en gros. D'accord? C'est des règles. C'est comme à Ikea, vous avez une vitrine, vous avez un objet avec un prix. D'accord? Donc l'objet, c'est le micré, c'est le cas pratique, et le prix, la loi. D'accord? Ce qu'il faut appliquer. Cet objet-là, il s'achète à temps. Ben, dans ce cas-là, tu fais ça. Maintenant, ce qu'on ne vous dit pas dans la vitrine, c'est comment on va payer. Est-ce qu'on peut payer par carte bancaire? Est-ce qu'on peut faire un chèque? Est-ce qu'on peut payer par PayPal? On ne vous dit pas aussi, est-ce que c'est livrable ou est-ce qu'il faut venir le chercher soi-même? Enfin, à Ikea, il faut venir chercher. Il n'y a pas de livraison pratiquement. Bon, on ne vous dit pas non plus, est-ce que tout le monde peut l'acheter? Vous envoyez un enfant acheter du vin, d'accord? Alors en France, je ne sais plus comment c'est, mais en Israël, vous envoyez un enfant acheter du vin, s'il n'a pas 18 ans, c'est mort. On ne lui donnera pas. Donc ça, vous voyez, ça, c'est des applications pratiques du din. D'accord? Mais de la même manière, dans la Mishnah,
il manque tout ce qui permet d'appliquer les dinim. Et la génération des Amoraïm, lorsqu'elle est arrivée, eh bien, donc je vous rappelle, hein, les Tanaïm, c'est de moins 40 à plus 220 par rapport à Imar Shemo l'acrobate, et de plus 220 à 450, 500, c'est les Amoraïm de la Gemara. D'accord? Les Amoraïm de la Gemara, ils lisent la Mishnah ou la Braïta, la loi orale, ils ne comprennent pas comment on l'applique. Donc, ils doivent chercher avec leur tête, ils doivent chercher comment est-ce qu'on va appliquer ces dynimes-là. Donc, ils vont commencer à poser plein de questions. Ils vont poser une question sur un point qu'ils ne comprennent pas dans la Mishnah. Sur cette question-là, ils vont apporter une proposition de réponse. Et cette proposition de réponse va passer ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle un crash test, c'est-à-dire qu'en fait, tous les Amoraïm du Beth Midrash, ils vont taper, taper, taper toute leur force, et ils vont opposer, objecter de toute leur force, de tout ce qui peut, tous les points de faiblesse qu'il y a dans cette proposition de réponse. Si la proposition de réponse, elle passe pas, elle reste une proposition de réponse et elle est rejetée, ce qu'on appelle une Ava Amina. Ava Amina, ça veut dire, c'est ce qu'on aurait tendance à dire en première instance avant analyse. Et si la proposition de réponse, elle passe le crash test, ça veut dire chaque Amora, il a tapé avec son objection et elle est passée, ça devient une maskana, une conclusion. Une conclusion pour la halacha. Et c'est là que le filtre de la discussion talmudique, qui consiste à poser une question à ses amis Amoraïm, ils s'acharnent tous dessus, et la réponse, elle passe ou pas, c'est là que si elle passe, ça devient une conclusion. C'est là que les conclusions du chasse, le but du chasse, le but de la Gemara, c'est finalement d'apporter un premier canon, on va dire, de halachot praticable. Parce qu'en fait, on fait passer les règles, les lois de la Mishnah qui sont inapplicables en l'état, parce qu'il nous manque beaucoup d'informations, à une règle qui est déjà applicable, pas encore parfaitement, enfin, pas encore de manière totalement finale. Il faudra après Géonim, Saboraïm, Rishonim et Shulchan Aruch pour y arriver, donc encore à peu près 800 ans quand même. Mais en tout cas, on a une conclusion déjà à l'Afrique beaucoup plus applicable que dans la Mishnah. Donc de là, vous comprenez que la démarche de la Gemara, ça sera toujours par rapport à la Mishnah. La Gemara a un problème avec la Mishnah. La Gemara, ce sont des hommes, des rabbins amoraïm, ils sont assis autour d'une table. Il y a une Mishnah qui est posée, ils la lisent, ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais de quoi ils parlent? De quel cas ils parlent? Je ne comprends pas. Mais attends, est-ce que ce cas, il est valable tout le temps? Et de quel dîne il parle? Et d'abord, de qui elle est cette Mishnah? Qui c'est qui l'a écrite? Et d'abord, quand est-ce que ça s'applique? Et qui a dit que c'est vrai tout le temps? Qui a dit que ça... Voilà. Donc, ils ne comprennent pas. Et donc, ils vont discuter, discuter. Une question, une proposition de réponse, un test de validité, de validation de cette réponse à travers des objections, des sauvetages. Celui qui propose sa réponse, il essaye de sauver comme il peut de toutes ses forces sa réponse, d'accord? C'est ce sauvetage de la réponse contre les objections. Ça passe ou ça casse. Et à la finale, à la fin de la Souga, à la fin de l'enquête, pardon, à la fin de l'enquête talmudique, une question sur la Mishnah, c'est une enquête talmudique. Et l'ensemble de toutes les questions que les Amoréens vont poser sur la Mishnah, l'ensemble de toutes les questions, une question c'est une enquête, l'ensemble de toutes les enquêtes c'est la Sugia. Quand vous ouvrez une Gemara, vous avez un premier chapitre avec une Mishnah et après un bout de Gemara qui suit, qui va faire plusieurs pages, d'accord? Ce bout de Gemara-là, c'est toute la Sugia. C'est l'ensemble des questions que les Amoraïm vont poser sur la Mishnah. Ça s'appelle Sugia. Et une question sur une Mishnah avec l'ensemble des propositions de réponse, des objections et des conclusions, ça s'appelle une question plus son développement, ça s'appelle une enquête talmudique. D'accord? Donc, du coup, vous avez ici un panorama très très clair de comment fonctionne la discussion talmudique. Je résume très simplement. Le propos du Talmud, c'est de prendre la loi orale, d'examiner les zones d'ombre qui, du fait qu'elles sont ombrageuses, ce sont des zones pas claires, elles nous empêchent d'appliquer les dynimes de la Mishnah de manière pratique, définitive, comme une halakha. En éclaircissant ces zones d'ombre à travers le fait de poser une question, proposer des réponses, valider certaines réponses, rejeter des autres et conclure, eh bien, on arrive à des conclusions du chasse qui s'appellent des halachot. Donc là, vous avez compris le canevas général de n'importe quelle discussion talmudique. On verra plus dans le détail après ce qu'on appelle les enquêtes talmudiques. Il y en a plusieurs types, d'accord? C'est comme quand on démarre aux échecs, vous avez en gros 4-5 coups
le coup du berger, le coup de je sais pas quoi, pour mettre l'autre par terre et chaque mat en 3 coups. D'accord? Il faut les connaître, c'est des ouvertures. Donc la Gemara, elle a 10 ouvertures typiques. Après, elle a 5 ou 7 ou 8 développements typiques. Et puis après, elle a certaines manières de conclure. D'accord? C'est comme un joueur au tennis. Il a ses points forts, ses points faibles. Il va ouvrir, service, il va service comme ça. Après, il va monter à la volée. On le connaît. Lui, c'est comme ça. Après, l'autre, il va être plutôt dans le smash, dans le lob lifté, etc. Oui, je suis un peu tennisman, pour ceux qui connaissent. Donc, ça veut dire, voilà, tout ça, il faut connaître. Une fois que vous connaissez tout ce canevas-là, maintenant, il faut le voir dans le Homer, il faut le voir dans les Dapim de Gemara. C'est ça qui est magnifique. Une fois que vous connaissez tout ça, bah, en fait, dans tout le chasse, c'est la même chose. D'accord? C'est comme un mannequin avec des vêtements. Une fois que vous avez le mannequin, vous habillez avec différents vêtements. Le vêtement, c'est le vocabulaire. Ça va se mouler dans du vocabulaire de brachot, dans du vocabulaire de choulin, l'anatomie, dans du vocabulaire des contrats, baba batra, baba kama, etc. D'accord? Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la différence entre faire le pshat dans une Mishnah et faire le pshat dans une Gemara. Attendez, je cherche où je vais éteindre l'enregistrement. Voilà, c'est ici.